Le youtubeur Simon a décidé d'acheter une Toyota Supra neuve, modèle 2020. Elle avait subi un choc léger, pas très grave, mais les problèmes étaient nombreux. Avant de commencer cette aventure de restauration, il rappelle aux spectateurs que s'ils regardent la chaîne pour la première fois, ils doivent s'abonner, puis il déclare « Allons-y ». Au tout début, la Supra qu'ils avaient achetée ne démarrait pas. Elle souffrait de panne mécanique et le moteur ne tournait même pas. Ils ont donc préparé un chariot élévateur pour être prêts dès que la voiture arriverait. La remorque est finalement arrivée, transportant plusieurs voitures, dont leur Supra. Ils l'ont déplacée à l'aide du chariot et l'ont déposée au sol. Même endommagée, elle leur plaisait beaucoup. La partie arrière était la plus intacte, alors ils l'ont recouverte d'une bâche plastique pour éviter qu'il ne soit rayé en la rentrant dans le garage. Ensuite, ils ont retiré la bâche afin d'examiner les véritables dégâts. Le moteur de la Supra est un 6 cylindres en ligne, 3.0 litres turbo, développant 335 chevaux et un couple avoisinant les 500 Nm. Comme beaucoup le savent, il s'agit d'un groupe motopropulseur issu de BMW. La version qu'il possédait était la GR et non la version standard. La différence vient du fait que la GR est une Launch Edition, une série spéciale et très limitée. Les différences concernent surtout l'apparence extérieure car le moteur reste identique. Les deux sorties d'échappement lui donnent un aspect agressif, surtout avec le diffuseur équipé d'un feu de type F1 qui s'allume au freinage. En observant les roues et les freins, il ne remarque que les freins arrière d'apparence aluminium et les jantes noires mat sont superbes. L'étrier avant assez grand comporte 4 pistons, mais il n'était pas certain s'il s'agissait d'un modèle Brembo. La voiture possède de nombreuses prises d'air, mais beaucoup sont factices. Par exemple, la grande ouverture sur la porte latérale n'est qu'un élément esthétique et ne sert à rien de fonctionnel. Elle aurait dû être réelle pour refroidir les freins. À l'arrière aussi, certaines ouvertures étaient fausses, d'autres réelles à l'avant, notamment dans le pare-choc avant. Le choc principal était concentré sur la partie avant droite, là où la voiture avait été le plus touchée. Ils ont essayé d'ouvrir le capot, mais n'y sont pas parvenus. Le choc n'était pas très violent, certes, mais l'impact a pu sectionner des câbles, endommager une partie du faisceau électrique ou même détruire la batterie. Cela pourrait bien expliquer pourquoi la voiture ne démarrait pas du tout. Le système de suspension présentait également une partie tordue, probablement à cause d'un dommage sur la liaison de direction. La roue, elle, était intacte, mais le problème se trouvait bien dans la suspension. La porte latérale montrait un léger dommage, tandis que toute la partie arrière était en excellent état, à part quelques éraflures superficielles. En inspectant l'intérieur de la voiture, ils ont constaté que les sièges étaient en bon état, bien qu'un peu poussiéreux. Toutes les airbags s'étaient évidemment déployés. Après plusieurs tentatives, ils ont décidé d'ouvrir le capot pour évaluer le dégât subi par le moteur. La première chose visible était que le support du radiateur était cassé. La voiture disposait de 2 structures avant absorbant les chocs, et le dommage n'avait pas encore atteint le support du radiateur, ce qui est un excellent point en termes de conception. Il est donc possible qu'il remplace le capot par un capot en fibre de carbone, peut-être équipé de véritables prises d'air. Ils sont ensuite rentrés à nouveau dans la voiture pour vérifier si l'électricité passait, mais malheureusement, il n'y avait aucun courant. Impossible même de vérifier le kilométrage, l'écran restant totalement éteint. Ils ont alors procédé à un lavage complet de la carrosserie pour évaluer l'état réel de la peinture et repérer d'éventuelles éraflures ou dommages supplémentaires. Après un nettoyage minutieux au savon, ils ont réussi à éliminer certaines rayures présentes sur la surface. Une fois le nettoyage terminé, ils ont constaté que la peinture d'origine était en excellent état. Cependant, l'arrière de la voiture révélait de nouveaux dégâts qui n'étaient pas visibles avant le lamage. Le diffuseur arrière était légèrement enfoncé et présentait plusieurs éraflures dans la même zone. Enfin, ils ont commencé à retirer tous les airbags déclenchés à l'intérieur du véhicule. Il a enlevé toute la poussière accumulée à l'intérieur, puis a fait briller le tableau de bord et les sièges avec un produit lustrant. Ensuite, il a commencé à chercher la batterie en supposant qu'elle pouvait se trouver dans le compartiment de rangement arrière. Le problème, c'est que sur la Supra, le coffre ne s'ouvre qu'électriquement, donc sans courant, impossible de l'ouvrir. Il a alors consulté le manuel du véhicule pour vérifier s'il existait une méthode manuelle d'ouverture du coffre. Et soudainement, il a réussi à l'ouvrir, même s'il était fermement bloqué et semble essayer. Une fois le coffre ouvert, il a trouvé le couvercle de la batterie, l'a retiré, puis a découvert la batterie elle-même.
Ils l'ont sortie afin de l'examiner et la tester à l'aide d'un appareil spécifique censé lui envoyer une impulsion électrique. Mais à leur grande surprise, aucune charge n'était transmise. Cela les a conduits à une conclusion claire: la batterie était complètement morte et inutilisable. Ils ont donc décidé d'en acheter une nouvelle. Une fois installée, la voiture a immédiatement reçu du courant, pour la première fois depuis le début. L'équipe était très enthousiaste car ils venaient de surmonter le premier défi de leur projet de réparation. Les sièges ont commencé à bouger et les voyants du tableau de bord se sont allumés. Ils ont alors pris la clé pour essayer de démarrer la voiture et vérifier le kilométrage. Mais le moteur n'a pas réagi. Ils ont essayé à nouveau en appuyant sur la pédale de frein tout en pressant le bouton « Start », mais toujours aucune réponse. Cette situation les a un peu déconcertés, car ils pensaient que le problème était entièrement résolu grâce à la nouvelle batterie. Ils ont donc vérifié le niveau d'huile moteur. En cherchant la jauge traditionnelle, ils se sont rendus compte qu'elle n'existait pas. Sur certaines voitures de sport, le niveau d'huile s'affiche directement sur l'écran de bord. Ils sont donc retournés à l'intérieur, ont appuyé sur le frein et le bouton Start une nouvelle fois, mais rien ne se passait. Une erreur s'est alors affichée à l'écran, puis, après plusieurs tentatives, le tableau de bord a enfin montré les données. La voiture affiche seulement 2460 miles au compteur, un chiffre très faible pour une Supra modèle 2020. Ils découvrent alors que la véritable raison pour laquelle la voiture ne démarrait pas venait du fusible pyro. Tu as probablement déjà entendu parler de ce fusible à plusieurs reprises dans les vidéos précédentes. Ce fusible pyrotechnique, situé près de la batterie, est connecté au système des airbags. Lors de l'accident, ce fusible a fondu et grillé, ce qui a coupé totalement l'alimentation électrique du véhicule, empêchant tout démarrage. Ils ont donc tenté de mettre en place une solution temporaire pour vérifier si c'était bien la cause réelle du problème. Ils ont fabriqué un petit pont électrique pour faire passer le courant sans passer par le fusible défectueux. Et effectivement, la voiture a démarré immédiatement. Ils se sont alors précipités vers le capot et ont écouté le bruit du moteur. Celui-ci émettait des sons étranges, des bruits mécaniques anormaux. L'échappement semblait être d'origine, mais ils avaient déjà prévu de le remplacer plus tard pour obtenir un son plus fort et plus sportif. Ensuite, ils ont soulevé la Supra et commencé à démonter le cache de l'aile supérieure. Toute cette zone, y compris le renfort près de la roue, est fabriquée en aluminium et fixée avec des vis spéciales, une preuve que la voiture est conçue avec des matériaux à la fois légers et résistants. Le support du radiateur est lui aussi en aluminium et facile à démonter, ce qui les a rendus optimistes quant à la possibilité de le remplacer sans difficulté. Leur seule inquiétude, c'était que le choc ait touché le châssis ou l'ait légèrement déformé vers l'intérieur, car dans ce cas, la réparation deviendrait très complexe et coûteuse. Simone avait prévu de changer le capot et d'autres pièces en fibre de carbone une fois la restauration terminée, mais ce n'était pas une bonne idée à ce stade, car cela rendrait l'avant de la voiture incohérent visuellement. Il a donc décidé de ne pas remplacer trop de pièces de la face avant. Il envisage seulement de fabriquer le diffuseur et les bas de caisse latéraux en carbone, ce qui donnerait un style plus harmonieux et élégant, sans déséquilibrer l'apparence générale de la Supra. Ils ont commencé par retirer le cache de protection avant, puis ont sorti la clé spéciale pour démonter les roues. Ils ont ensuite retiré les jantes avant afin d'accéder aux vis du pare-choc et de les démonter. Après cela, ils ont également enlevé les passages de roues intérieurs ainsi que les blocs optiques. Les phares étaient remarquablement grands, signe d'un design très complexe, ce qui explique aussi leur prix élevé, environ 1 200 $ piastres. Ils ont également trouvé un refroidisseur air-eau, un élément essentiel du système de refroidissement du moteur, ainsi qu'un petit conduit d'air destiné à refroidir les freins. Le sous-châssis du système de suspension était fabriqué en aluminium à détail crucial, car il allège considérablement le véhicule tout en améliorant ses performances et sa vitesse. Malheureusement, le choc s'était propagé jusque dans cette zone, provoquant un désalignement de la roue avant. Le design de la suspension est plutôt complexe, il comprend une jambe supérieure en forme d'amortisseur qui maintient l'ensemble du moyeu et 2 bras de contrôle inférieurs. Ils ont également remarqué une fuite au niveau du condensateur de climatisation, ce qui les a conduits à démonter toutes les pièces de la face avant. L'étape suivante consistait à retirer le radiateur. Pour cela, ils ont dû déposer le cache du ventilateur, puis enlever les barres avant qui maintenaient le radiateur, elles aussi en aluminium donc faciles à démonter.
Le support du radiateur était cassé en deux et les refroidisseurs présentaient quelques petites déformations, mais rien d'irréparable, ils pouvaient les redresser facilement. Ils se sont ensuite attaqués à la correction de l'angle de la roue avant qui était fortement incliné vers l'intérieur. À l'aide d'une presse hydraulique et d'un marteau, ils ont réussi à remettre la rotule en position. Une fois la géométrie corrigée, ils ont tout remonté, remis la roue en place, puis abaissé la voiture. Simon a retiré le capot, a fait quelques mètres en marche arrière pour tester l'alignement, mais la roue n'était pas encore parfaitement droite. Il restait un léger angle de carrossage, camber, toutefois acceptable. En revanche, les performances à l'accélération semblaient un peu faibles. Il a donc ramené la voiture à l'atelier, l'a remontée sur le pont et s'est rappelé de la fuite au radiateur. Celle-ci provenait d'un tout petit trou. Il s'est alors rendu dans un atelier voisin spécialisé dans la soudure de radiateurs avec l'espoir de pouvoir le réparer, une fois de plus, au lieu d'en acheter un neuf. Ils ont également demandé à l'atelier de réaliser un test de pression sur le radiateur afin de s'assurer qu'aucune autre fuite ne se manifesterait plus tard. En examinant le système, ils ont remarqué que la voiture possédait 2 circuits de refroidissement distincts et qu'un des 2 réservoirs de liquide de refroidissement était complètement vide. Ils ont donc décidé d'acheter du liquide de refroidissement vert dans un magasin de pièces détachées pour remplir le réservoir vide. L'atelier a réussi à réparer le radiateur, puis a effectué un test de pression qui a été concluant. Cette réussite leur a permis d'économiser le coût d'un radiateur neuf. Après cela, ils ont réinstallé le radiateur dans la voiture et ont rempli le circuit de liquide de refroidissement. Ils ont utilisé une pompe à vide afin d'extraire tout l'air présent dans les conduites, une étape cruciale pour garantir que le système de refroidissement fonctionne à pleine efficacité. Ils ont ensuite démarré la voiture et laissé chauffer le moteur jusqu'à ce que la température monte afin de vérifier que les ventilateurs se déclenchaient correctement et qu'il n'y avait aucune fuite. C'était le point le plus important de cette phase. Peu après, ils ont reçu les nouvelles pièces qu'ils avaient commandées chez le concessionnaire. Ils se sont concentrés sur la réparation de la partie supérieure du support de radiateur qui était endommagé. Il fallait redresser avec précision les parties pliées afin que le nouveau support de radiateur puisse s'ajuster parfaitement. La réparation a été réalisée de manière impeccable. Il ne restait qu'à tirer le cadre avant d'environ 1/4 de pouce vers l'avant pour que la structure retrouve son alignement à 100%. Pour cette étape, ils ont utilisé un palan équipé de chaînes pour tirer et ajuster la structure. Le résultat a été parfait. Tous les trous de fixation coïncidaient exactement. Ils ont ensuite ouvert les boîtes contenant les nouvelles pièces, en ont sorti les agrafes et supports métalliques neufs destinés à fixer le radiateur à sa place, puis on poursuit avec le montage du pare-choc avant qui était en excellent état. Toutes ces pièces avaient été fabriquées en Europe en partenariat avec BMW, ce qui expliquait la qualité de fabrication remarquable. Ils ont alors remonté l'ensemble de la face avant, toutes les pièces s'ajustaient parfaitement et le radiateur a été installé complètement à l'aide de ces nouveaux supports. Les verrues du coquato se sont également montées sans aucun problème. Ils se sont ensuite concentrés sur le démontage de l'aile avant qui avait été endommagée lors du choc. Ils ont positionné le pont élévateur sous la voiture d'une manière précise afin de pouvoir démonter facilement l'aile avant. Ils ont ensuite retiré entièrement le bas de caisse, puis démonté l'aile avant abîmée pour la remplacer par une neuve. Une fois la nouvelle aile montée, ils ont ajouté les caches inférieures qui servent à la renforcer. Ils ont également acheté un nouveau système d'éclairage à un très bon prix, environ 1 300 $, ce qui était une excellente affaire puisque le phare seul coûtait 2 000 $ chez le concessionnaire. Ces phares provenaient de la version Launch Edition, parfaitement authentique, mais malheureusement, il manquait une pièce essentielle permettant à l'éclairage de fonctionner. Ils ont donc démonté les blocs de commande des anciens phares, récupéré la pièce manquante et l'ont installée sur les nouveaux. Le tout a été remonté sans la moindre complication et les phares ont parfaitement fonctionné dès la première mise en marche. Ensuite, ils ont installé le capot neuf, puis le pare-choc avant. Ils ont découvert que ce dernier était composé de 2 parties, une coque extérieure et une structure intérieure, un design proche de celui d'une Lamborghini. L'ancien support interne présentait plusieurs fissures, alors ils ont décidé d'en acheter un nouveau. Ils ont soigneusement ajusté le capot, les ailes et les portières pour s'assurer que tous les alignements étaient parfaits. Cependant, ils ont remarqué un écart assez large entre les phares et le pare-choc, ainsi qu'un léger problème au verrouillis capot, mais rien de grave. Ce genre de détail est facile à corriger contrairement aux réparations plus complexes qu'ils venaient de terminer. En attendant la livraison de nouvelles caisses de renfort pour les pare-chocs, commandées chez le concessionnaire, ils ont commencé à préparer la voiture pour la peinture. Ils ont remarqué une petite bosse sur une pièce en aluminium. L'un des techniciens a pris les outils nécessaires pour redresser la déformation,
puis a poncé la zone avant de la repeindre. Pour finaliser, il a appliqué une matière appelée Shortcut Soft, un mastic renforcé à base de fibres, résistante à l'eau et spécialement conçu pour les matériaux solides comme l'aluminium, garantissant une réparation durable et robuste. Ils ont comblé la rayure avec cette matière, qui n'avait besoin que de quelques minutes pour sécher. Avant d'appliquer une seconde couche de mastic ou de primaire, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de papier de ponçage grain 320. Ils sont donc allés racheter tout le matériel nécessaire, y compris la peinture complète pour la voiture. Comme ils allaient repeindre plus de 60% de la carrosserie de la Supra, notamment le capot et les parties avant, ils ont choisi une couleur appelée Nocturnal Black. Ils ont trouvé toutes les références exactes du mélange, ce qui était essentiel pour obtenir la même teinte d'origine. Ils ont acheté 3 pots de peinture de la marque Sandox, reconnue pour sa qualité et sa capacité à bien s'intégrer à l'ancien vernis. Ils ont également pris le papier de ponçage grain 320 manquant, ainsi qu'un nouveau type de primaire noir, facile à poncer une fois sec, et un peu de tissu et d'autres papiers abrasifs. Ils ont ensuite protégé la zone de pulvérisation à l'aide de bâches plastiques, avant d'appliquer une fine couche de primaire gris qui leur servait de repère pour savoir jusqu'où poncer. Ils ont ensuite passé au capot, l'ont démonté, puis poncé entièrement pour le préparer à la peinture. Ils ont aussi retiré les ailes avant afin de les poncer séparément, utilisant des tampons abrasifs Scuffpad pour accélérer le travail. Comme ils ont voulu gagner du temps, ils ont décidé de reporter la mise en peinture de ces pièces et ont contacté un atelier de peinture professionnel afin d'y effectuer le travail dans de meilleures conditions. Cette décision allait leur éviter de devoir emballer toute la voiture et leur épargner beaucoup d'efforts. Ils ont alors commencé à préparer les portières, en fusionnant les zones de l'ancienne peinture avec la nouvelle, pour que la transition soit invisible. Ils ont démonté les éléments extérieurs, rétroviseurs, poignées, puis ont retiré tout le panneau intérieur afin d'accéder au système d'airbag et aux ceintures de sécurité. Une fois tout démonté, ils se sont préparés à peindre. Ils ont chargé le capot et les ailes dans leur véhicule pour les transporter jusqu'à l'atelier de peinture. Une fois arrivés, ils ont déchargé toutes les pièces qu'ils avaient apportées. La température ambiante était alors idéale, ce qui garantissait que la peinture allait bien adhérer et qu'il n'y aurait aucun défaut de finition. Ils ont d'abord mélangé la première couche de base, puis appliqué une couche de protection au-dessus de la peinture. Cette couche était essentielle, car elle apporte de la brillance et protège la carrosserie contre les micro-rayures et les conditions climatiques. Une fois cette étape terminée, la surface était parfaitement lisse, sans aucune imperfection ni poussière. Ils ont alors pensé à une nouvelle idée, peindre d'autres parties de la voiture dans le même atelier, afin d'obtenir un résultat uniforme et de faciliter le travail. Ils ont donc décidé de préparer le reste des pièces pour les peindre le lendemain. Les éléments fraîchement peints ont été laissés quelques heures au soleil pour sécher complètement. Pendant ce temps, ils sont revenus vers la voiture pour continuer le démontage des portes, qu'ils n'avaient pas entièrement retirées lors du premier passage à l'atelier. Ils ont ensuite pansé la carrosserie à l'eau en utilisant de l'eau mélangée à du savon, selon la même méthode que le ponçage classique. Le premier panneau de porte, une fois terminé, donnait un résultat impeccable, très lisse et uniforme. Ils ont poursuivi avec la deuxième porte en appliquant la même technique. Dans la zone où se trouvait l'ancienne bosse, ils avaient déjà appliqué du primaire, mais celui-ci était très dur à poncer. Ils ont même dû utiliser 2 feuilles de papier abrasif pour réussir à égaliser cette petite zone. En lisant les instructions sur la boîte, ils ont découvert que le primaire utilisé n'était pas adapté aux voitures, mais plutôt destiné à la peinture artistique et aux travaux manuels. Pour éviter tout problème futur avec la peinture à cause de ce mauvais primaire, ils ont décidé de pulvériser une nouvelle couche de primaire automobile par-dessus cette partie. Ils ont ensuite continué à poncer les autres éléments, le capot, le pare-choc avant et les portes, avant de nettoyer soigneusement chaque surface pour éliminer toute trace d'huile, de poussière ou d'impureté, afin qu'elle soit prête à être peinte immédiatement. Ils ont entièrement masqué la voiture, avec du ruban adhésif et des bâches protectrices, pour protéger les zones non peintes. La Supra s'est révélée très difficile à masquer à cause des nombreuses ouvertures d'aération dans les portes et d'autres petites entrées d'air qui ont dû être bouchées avec du ruban mousse spécial. Pour éviter que la peinture ne pénètre dans les vitres après le masquage, ils ont d'abord nettoyé soigneusement la voiture avec un produit dégraissant pour éliminer toute trace d'huile ou de graisse. Ensuite, ils ont versé la peinture dans le pistolet et ont commencé à pulvériser la première couche de base.
En tout, ils ont appliqué 3 couches de peinture principale, suivies d'une couche très légère de finition, ce qui a rendu la surface extrêmement lisse et uniforme. La peinture Sandox qu'ils utilisaient s'est révélée excellente pour ce type de travail, leur permettant d'obtenir un résultat parfaitement homogène. La dernière couche appliquée était celle qui apporte la vraie brillance à la carrosserie. Ils ont ensuite laissé la voiture sécher naturellement pendant environ 8 heures, sans la toucher. Le lendemain, ils sont revenus pour inspecter les résultats. Les portes et le pare-choc étaient parfaitement lisses, sans aucun défaut, mais certaines zones, comme le capot, présentaient une texture légèrement rugueuse. Ils ont pensé que cela venait probablement d'une température un peu trop élevée à l'intérieur de la cabine de peinture. Cependant, le plus important était qu'il n'y ait aucune poussière ni insectes collés sur la peinture, ce qui rendrait le polissage des zones rugueuses très simple. Ils ont alors retiré toutes les protections de la voiture et l'ont sortie au soleil pour observer la couleur finale à la lumière naturelle. Le résultat les a immédiatement séduits. La teinte Nocturnal Black affichait de subtils reflets vert métallisés, donnant un aspect profond et luxueux. Ils ont ensuite installé provisoirement le pare-choc avant pour voir l'allure générale de la Supra. Tout semblait parfaitement aligné, à part les quelques zones à polir, ce qui n'était pas un problème majeur. Après cela, ils ont chargé la voiture sur la remorque pour la ramener au garage. Ils se sont ensuite rendus chez le concessionnaire Toyota pour récupérer les pièces commandées. Puis, direction le centre de detailing de préparation automobile, où certaines pièces étaient entreposées. Ils ont reçu une partie seulement des éléments attendus, notamment les garnitures intérieures des lavants, la structure interne du pare-choc avant, un conduit d'air pour le refroidissement, le logo Toyota, une ampoule pour le phare principal, une bande LED pour l'éclairage diurne et enfin l'unité de commande électronique ou ECU. Toutes ces pièces étaient onéreuses, environ $200 chacune, $300 pour la LED et $500 pour le module ECU. Les airbags en revanche n'étaient toujours pas disponibles. Les autres pièces n'étaient pas encore arrivées, mais de toute façon, ils devaient préparer la carrosserie pour le polissage. Ils ont donc commencé à poncer le capot avec du papier abrasif grain 2500. L'opération s'est déroulée rapidement, car la peinture était déjà très lisse. L'étape suivante devait être un ponçage encore plus fin avec du papier grain 3000, mais ils ont préféré le reporter pour plus tard. Ils ont ensuite continué le ponçage sur les autres parties de la voiture, à l'exception du pare-choc avant, car ils hésitaient encore. Fallait-il le polir avec le reste de la voiture ou bien lui laisser tel quel ? Avant de commencer le polissage, ils prévoyaient d'aller acheter un nouveau wool pad, c'est-à-dire un tampon en laine utilisé pour le lustrage. Celui qu'ils possédaient avait déjà servi sur plusieurs projets précédents, et la matière était devenue sèche et dure, ce qui risquait de laisser des traces circulaires sur la peinture. Acheter un tampon neuf semblait donc la meilleure option. Ils ont alors commencé à polir les parties déjà poncées, et le résultat était impressionnant. La peinture est devenue parfaitement lisse, presque comme du verre. Cependant, le tampon usé qu'ils utilisaient a laissé quelques marques circulaires, et le vernis paraissait légèrement terni sous certains angles. Pour redonner de la profondeur à la couleur, ils ont utilisé une pâte d'argile, clay bar, qui ravive le ton et élimine les résidus de peinture en surface laissés après la pulvérisation. Le résultat final après cette étape était remarquable, la peinture paraissant profonde, lustrée et uniforme. L'étape suivante consistait à remonter le pare-choc avant, comprenant la lame inférieure d'origine, le faisceau électrique ainsi que les capteurs de vitesse situés dans cette zone. Une fois ces éléments assemblés, le pare-choc était complet à 100%. Ils ont ensuite dû ajuster la caméra avant dont l'angle n'était pas parfait et corriger plusieurs écarts d'alignement. Pour cela, ils ont soulevé la voiture, démonté les 2 roues avant, puis retiré à nouveau le pare-choc et les phares. Ils ont essayé de nettoyer l'ancien module électronique qui présentait beaucoup de corrosion, c'était la principale source du problème. Le souci venait du fait qu'il manquait un calculateur, un ECU, alors ils ont tenté de réhabiliter l'ancien à l'aide de produits spéciaux pour éliminer la rouille. Mais après leurs efforts, ils ont découvert que le module était totalement hors service, pratiquement brûlé à l'intérieur. Pour en être sûr, ils ont testé le phare du côté opposé et celui-ci fonctionnait parfaitement, ce qui confirmait que le problème venait bien du calculateur défectueux. Cela confirme que le calculateur de l'éclairage est HS et doit être remplacé. Ils ont donc poursuivi le réglage de toute la partie avant, une opération qui leur a pris plusieurs heures afin d'aligner toutes ces petites différences.
Ensuite, ils ont remonté les passages de roues intérieurs, la poignée de porte et les garnitures de porte avec les rétroviseurs, tous les éléments qu'ils avaient démontés. Puis, ont vérifié la ceinture de sécurité après remontage, elle fonctionnait parfaitement. Ils ont décidé ensuite de l'emmener pour un premier essai routier depuis l'achat. Ils se sont rappelés que la voiture était en mode performance réduite, limitation de puissance, et n'exprimait pas la puissance qu'elle devrait normalement développer. Il a utilisé un outil de diagnostic pour effacer les codes d'erreur avant d'essayer la voiture. Ils ont effacé les codes et sont sortis l'essayer, mais la Supra restait en mode faible performance, se contentant d'environ 5 mph. Il est allé voir un ami pour utiliser un autre outil de diagnostic pour effacer ces codes, mais malheureusement, l'ordinateur de bord n'arrivait pas à effacer ni à lire correctement les codes. Il affichait des codes aléatoires, sans lien avec la voiture, et ne parvenait pas à s'y connecter. Ils ont alors contacté 2 autres personnes disposant de calculateurs plus performants, capables de communiquer avec des voitures comme BMW ou Audi. Ils ont découvert que l'outil professionnel coûtait 3 500 $ et pouvait interagir avec des modèles 2020. Malgré son prix élevé, ils l'ont acheté et ont tenté l'utiliser. Mais même ce système n'a pas réussi à atteindre la Supra. Il ne leur restait donc plus d'autre solution que d'emmener la voiture chez le concessionnaire pour faire effacer les codes. Pendant ce temps, un système d'échappement complet Armitrix est arrivé. Ils ont ouvert la boîte du silencieux, schéma, qui contenait la liaison de downpipe ainsi que les tubes complets de l'échappement. L'échappement était équipé d'une valve permettant de réguler le niveau sonore. Les embouts étaient bleuissants, brûlés, très esthétiques, un choix surtout pour l'apparence. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas l'installer tant que le problème des codes n'était pas résolu. Ils ont ensuite ouvert la seconde boîte contenant un spoiler en carbone de la marque Street Hunter. Toutes ces pièces seraient montées après la résolution du souci des codes. Entre-temps, ils avaient déménagé leur garage dans un local beaucoup plus grand et ont interrompu le tournage sur la Supra pour se concentrer sur la réparation. Ils ont confié la résolution des problèmes de code à un spécialiste. Une fois ce problème réglé, la voiture est réapparue dans son nouvel emplacement complètement rétabli. Et voilà, c'était le récit de la restauration d'une des sportives japonaises les plus remarquables. Dis-nous quelle étape de la réparation t'a le plus plu. Oh, si tu es nouveau ici, reviens voir les autres vidéos de la chaîne pour découvrir d'autres réparations d'accidents de haut niveau. Voilà, salut!